Bon après-midi, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de la vitesse de marche. Ce sont des travaux qui ont été faits dans le cadre de la thèse de Félicia Santos, sous la direction de Fanny Artaud et de moi-même, et en collaboration avec l'équipe Constance. Alors, pourquoi s'intéresser à la vitesse de marche? Donc, au cours du vieillissement, il y a un déclin des fonctions motrices, comme des fonctions cognitives, avec une hétérogénéité marquée entre les personnes. La diminution de ces performances motrices peut être d'origine, voilà, peut être liée à certaines maladies comme les AVC, la maladie de Parkinson, des maladies rhumatologiques. Elle est le plus souvent multifactorielle et la vitesse de marche ralentie est associée à un risque augmenté de chute, de dépendance, de fragilité ou même de décès, comme le montre le graphique de droite. Voilà, et la mesure, donc la vitesse de marche est considérée comme un marqueur de performance motrice, mais aussi comme un marqueur de l'état de santé général. Alors, dans Constance, il y a une batterie de tests cognitifs et moteurs ou bilan senior qui a été réalisée pour les participants âgés de 45 à 69 ans dans les centres d'examen de santé par des neuropsychologues. Et donc, à côté des tests cognitifs dont je ne parlais pas, il y avait trois tests moteurs. Donc, la vitesse de marche mesurée sur 3 mètres par des cellules photoélectriques pour améliorer la reproductibilité de la mesure, à un rythme usuel ou rapide, la force de préhension mesurée par un dynamomètre et un test d'équilibre sur une jambe. Et je parlerai ici uniquement de la vitesse de marche sur 3 mètres. Alors, dans un travail antérieur dans l'étude de 3 cités, on avait étudié la relation entre l'éducation et la vitesse de marche, et on avait vu que la vitesse de marche augmentait avec le niveau d'éducation, c'est-à-dire que plus les gens étaient éduqués, plus ils marchaient vite. Et à l'inverse, qu'il y avait une relation inverse avec les hypersignaux de la substance blanche, qui sont des marqueurs de lésions vasculaires cérébrales mesurées à l'IRM cérébral. Et vous voyez que plus à gauche, donc plus les volumes d'hypersignaux de la substance blanche augmentent, plus la vitesse de marche diminue. Mais on avait également observé qu'il y avait une interaction entre la vitesse de marche, entre les hypersignaux et le niveau d'éducation, puisque vous voyez que l'association entre les hypersignaux de la substance blanche et le risque d'avoir une marche lente, c'est-à-dire en dessous de la médiane, était présente chez les personnes avec un niveau d'éducation faible, et puis elle diminuait lorsque le niveau d'éducation augmentait, comme si les personnes qui ont un niveau d'éducation plus élevé pouvaient supporter des lésions vasculaire cérébrale sans qu'il y ait une traduction clinique. Et donc, c'est ce qui nous avait conduit à émettre l'hypothèse de réserve motrice, de la même manière qu'il y a une réserve cognitive. Et donc, on a voulu répliquer ces résultats dans Constance. Donc, on a fait une étude qui a porté sur le niveau d'éducation en relation avec la vitesse de marche pour voir comment cette relation était expliquée par un certain nombre de médiateurs, donc des facteurs de risque vasculaire, des comportements de santé, des comorbidités, des caractéristiques socio-professionnelles et la cognition, et voir surtout s'il y avait une interaction entre ces médiateurs et l'éducation, donc en faveur de cette hypothèse de réserve motrice dont je vous parlais. Donc ces mesures, ces analyses ont porté sur 71 000 participants pour lesquels on avait une mesure de marche, où on a pu imputer une mesure de vitesse de marche. Donc, l'analyse de médiation contrefactuelle, elle permet en fait de décomposer l'effet total de l'éducation sur la vitesse de marche en un effet direct qui ne passe pas par les médiateurs et un effet indirect qui passe par ces médiateurs. Et surtout, elle permet de décomposer l'effet indirect en un effet indirect qu'on appelle pur et une interaction médiée, c'est-à-dire une interaction entre l'exposition et les médiateurs. Et puis, il y a maintenant des méthodes qui permettent de prendre en compte plusieurs médiateurs en même temps, alors que traditionnellement, ce genre de méthode concernait uniquement un médiateur. Et donc, voilà, en résumé, ce que nous avons trouvé. Donc, d'abord, l'effet total d'un niveau d'éducation faible. Alors ici, on avait pris inférieur à la licence, était d'environ 8,2 cm par seconde en moins, ce qui correspond, vous voyez, ce n'est pas négligeable, à 13 ans d'effet de l'âge. Et 70% de cet effet de l'éducation faible sur la vitesse de marche est expliqué par ces 17 médiateurs. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était, on a vu que l'effet indirect donc, pouvait se décomposer en l'effet indirect pur et une interaction qui était négative, ce qui veut dire que l'effet des médiateurs est plus important chez les personnes les moins éduquées, donc en accord avec cette hypothèse de réserve motrice dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour conclure, on a
répliquer donc cette association entre le niveau d'éducation faible et associé à une diminution de la vitesse de marche. Cette association est expliquée en grande partie en fait, par voilà, plusieurs médiateurs. Et l'association entre ces médiateurs et la vitesse de marche est plus marquée chez les participants ayant un niveau d'éducation faible, ce qui veut dire que des interventions sur ces médiateurs permettraient une amélioration de la vitesse de marche plus prononcée chez les personnes les moins éduquées par rapport aux plus éduquées. Alors, le deuxième volet de nos travaux concernait la définition de normes de vitesse de marche donc, qui permettent de comparer les performances d'un individu à celles d'une population de référence. La plupart des études qui ont proposé des normes de vitesse de marche ont été établies essentiellement en fonction de l'âge et du sexe. Très peu d'études ont pris en compte la taille. Alors bien sûr, les personnes les plus grandes marchent plus vite. Aucune n'a pris en compte le niveau d'éducation. On vient de voir qu'en fait, le niveau d'éducation a un effet qui est important. Et puis, il n'y avait finalement aucune étude avec des normes françaises. Et puis, ce sur quoi je vais un peu insister, c'est que la plupart des études portaient sur des participants qui étaient sélectionnés et qui étaient en général pas représentatifs de la population générale. Et puis enfin, la plupart des études ont fourni des normes de vitesse de marche usuelles et très peu de vitesse de marche rapide. Alors, à titre d'exemple, voici des normes dans l'étude de Rotterdam. Donc, il y a une étude en population générale qui inclut environ 15 000 sujets en 3 vagues à partir de 1990. Et la vitesse de marche a été mesurée sur près de 6 mètres à un rythme usuel en 2009, c'est-à-dire chez des personnes, en fait, chez des personnes qui ont survécu jusqu'en 2009 et qui ont pu venir dans les centres d'examen en 2009. Et vous voyez que ça concerne finalement que 31% de l'échantillon, donc finalement des personnes très sélectionnées, probablement en meilleure santé, ce qui explique que cette étude, par exemple, donne des normes de vitesse de marche assez élevées, et puis des choses un peu bizarres. Vous voyez comme ici, chez les hommes, il n'y a aucune évolution de la vitesse de marche entre 50 et 65 ans, alors on s'attendrait à ce qu'elle diminue. D'où l'importance dans des études de prendre en compte ces effets de sélection, et on va en parler dans une seconde. Donc, notre objectif était d'établir des normes de vitesse de marche usuelles et rapides dans Constance, donc dans une population représentative de la population française, entre 45 et 69 ans, en prenant en compte les effets de sélection en fonction de l'âge, du sexe, la taille et le niveau d'éducation, ici dichotomisé comme au-dessus du bac ou inférieur, ou enfin au moins le bac, et en utilisant une approche de régression qui permet de modéliser des effets non linéaires et des interactions entre les variables. Donc, pourquoi prendre en compte les effets de sélection dans les études de cohorte? Eh bien, parce que vous savez que les personnes qui participent aux études en population générale, enfin de cohorte, ont un statut socio-économique en général plus élevé et sont en meilleure santé que les personnes qui n'acceptent pas de participer aux études. Et donc, Constance a fait un très gros travail pour prendre en compte ces phénomènes de sélection en définissant des poids de non-réponse grâce à la constitution d'un échantillon aléatoire de 400 000 non-participants pour qui les mêmes données que pour les participants sont disponibles à partir du SNDS et de la CNAV. Et donc, ces caractéristiques permettent de redresser en quelque sorte les résultats quand on s'intéresse à des prévalences ou des normes. Et puis, par exemple, la vitesse de marche n'a pas été mesurée chez tous les participants et les personnes chez qui elle a été mesurée n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux chez qui elle était mesurée. Donc, on a pris cela en compte grâce à l'imputation multiple. Et donc, finalement, on a réalisé des analyses en combinant les poids de non-réponse par une pondération inverse et l'imputation multiple pour corriger ces effets de sélection liés à la non-participation et aux données manquantes. Donc, voilà, rapidement, les normes ont été définies à partir de près de 45 000 participants. Et juste pour montrer l'importance de ces corrections, donc vous voyez ça, ce sont les caractéristiques avant imputation et pondération inverse, et ça, c'est après imputation et pondération inverse. Et vous voyez que l'imputation et la pondération inverse ont une influence importante, puisque vous voyez par exemple que l'UMC, chez les hommes, il augmente de près d'1 point. La prévalence de la santé perçue mauvaise passe de 11,6 chez les femmes à 17% chez les femmes. La vitesse de marche diminue de 5 cm par seconde. Donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable l'importance de ces effets de sélection.
Donc voici les résultats des normes présentés à gauche en fonction de l'âge et à droite en fonction de la taille. Alors les hommes, c'est les tirés et la couleur orange, c'est l'éducation élevée, la couleur bleue, c'est l'éducation faible. Donc vous voyez que pour la vitesse de marche rapide, les hommes marchent plus vite que les femmes à une taille moyenne pour les deux sexes, et puis que aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il y a une différence importante en fonction du niveau d'éducation qui est aussi importante en fait qu'entre la classe d'âge la plus faible et la classe d'âge la plus élevée. On retrouve plus ou moins la même chose pour la vitesse de marche usuelle, mais avec des différences qui sont moins marquées. C'est une mesure qui est moins discriminante que la vitesse de marche rapide. Et en fonction de la taille, à droite, on voit que les hommes marchent plus vite que les femmes à nouveau, avec toujours cette différence en fonction du niveau d'éducation. En revanche, pour la vitesse de marche usuelle, eh bien, les hommes et les femmes marchent à la même vitesse, avec toujours une différence en fonction du niveau d'éducation. Alors, ces normes sont disponibles sur une application AirShiny qui est online, enfin n'importe qui peut y accéder. Donc, il suffit de rentrer si on est un homme ou une femme, le niveau d'éducation, la taille, l'âge, si c'est la vitesse de marche rapide ou usuelle, et puis la vitesse de marche. Et on va situer ici une personne par rapport au percentile de vitesse de marche. Donc, par exemple, ici, c'est une femme qui est âgée de 49 ans, qui a une taille de 168 cm, un niveau d'éducation élevé, et qui a une vitesse de marche assez faible puisqu'elle est au 3e percentile. Et donc, on compare sa vitesse de marche observée à la vitesse de marche rapide prédite par le modèle de régression pour calculer ensuite un résidu qu'on standardise et donc qui permet de la situer ici sur le graphique. Juste pour illustrer à nouveau ces problèmes de sélection et l'importance de prendre en compte donc, les effets de sélection par la participation ou les données manquantes, vous voyez ici, ce sont les estimations des normes avant correction et puis après les différentes corrections. Et juste si on prend par exemple les hommes avec un niveau d'éducation faible, vous voyez que entre l'estimation sans aucune correction et avec toutes les corrections, il y a environ 5 cm par seconde de différence, ce qui correspond à 7 ans d'âge. Donc, à nouveau, vous voyez, c'est important de corriger par ces effets de sélection les normes. Alors, comment utiliser ces normes? Eh bien, cela peut permettre d'identifier des personnes avec de moins bonnes performances motrices que la population générale et qui sont donc à risque augmenté d'événements défavorables. Donc, cela peut permettre, par exemple, de faire un bilan étiologique et puis de mettre en place des mesures de prévention. Et il y a même des auteurs qui disent que la mesure de la vitesse de marche, qui est finalement mesurable très facilement sur une distance courte, devrait faire partie de l'évaluation clinique standard. Ils appellent ça le 6e signe vital. La vitesse de marche, donc c'est un critère de fragilité, donc cela peut aider à dépister la fragilité. On peut aussi utiliser la vitesse de marche comme un critère pour suivre l'efficacité d'un traitement ou un programme de rééducation. Ça peut permettre aussi de suivre, par exemple, l'évolution d'une maladie comme la maladie de Parkinson. Et dans les perspectives, donc nous sommes en train de faire des normes, enfin nous avons fait des normes sans niveau d'éducation, parce qu'il y a une discussion sur le fait de, voilà, est-ce qu'il faut la prendre en compte ou pas. Et puis on fait des normes de préhension. Voilà, je vous remercie. Oui, merci pour cette présentation. Quelles hypothèses est-ce qu'on a sur le rôle du niveau d'éducation? Et effectivement, dire c'est normal qu'avec un moindre niveau d'éducation, on marche moins bien, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Alors, c'est ce que montre l'analyse de médiation. C'est-à-dire qu'il y a en fait plein de caractéristiques qui expliquent le fait que les gens qui ont un plus faible niveau d'éducation marchent moins vite. Donc, d'abord la taille, puisque la taille est liée au niveau d'éducation. Il y a le poids, puisque voilà, le surpoids est plus fréquent chez les gens en fonction du niveau socio-économique. Et le poids est aussi associé à la vitesse de marche. Le travail pénible, par exemple, a une influence sur la vitesse de marche, l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est ce qui explique ce 70%. Donc la part expliquée par les médiateurs était de 70%. Mais après,
ce qu'on essaye de traduire par cette hypothèse de réserve motrice, c'est que probablement au niveau cérébral, justement, c'est ce qu'on appelle la réserve, c'est-à-dire que l'éducation permet de développer des circuits moteurs au niveau du cerveau, comme pour la cognition en fait, et c'est ce qui explique que eh bien, ces caractéristiques ont un impact plus important chez les personnes les moins éduquées. Il y a beaucoup d'études qui montrent, par exemple, que l'activité physique, enfin tout ça, permettent voilà, d'améliorer la connectivité cérébrale, le fonctionnement moteur, et donc probablement qu'il y a aussi quand même quelque chose de central au niveau du cerveau. Et c'est ce qu'on voyait dans le travail qu'on a fait avec les hypercions de la substance blanche. Ici. Est-ce que le rapport de la vitesse de marche rapide sur la vitesse de marche usuelle a un intérêt ou pas? Alors, en fait, pas tellement. Parce qu'on a fait des normes aussi de ce rapport, et finalement, c'est extrêmement guidé par la vitesse de marche rapide. En fait, c'est-à-dire qu'on trouve exactement la même chose pour la capacité d'accélération. En fait, c'est ça que ça mesure le rapport, c'est la capacité à augmenter sa vitesse de marche quand on vous demande de marcher vite. Et en fait, on trouve exactement la même chose qu'avec la vitesse de marche rapide tout court.